suis Stéphanie Bachand, première secrétaire francophonie à l'ambassade du Canada en France. Bonsoir à mon tour. Donc, je suis représentant de la province du Nouveau-Brunswick à la francophonie en France. Merci d'être parmi nous ce soir au Centre culturel canadien. Ça fait plaisir de vous voir en chair et en os d'être rassemblés pour célébrer le mois de la francophonie. On a organisé cette soirée en collaboration entre l'ambassade du Canada, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et Francophonie sans frontières. Et j'aimerais d'ailleurs saluer le dynamisme de Francophonie sans frontières et de son président fondateur, Benjamin Boutin. Benjamin qui, d'ailleurs, animera la soirée ce soir. Il prendra la parole dans peu longtemps. Et l'événement de ce soir vient clore un cycle de 3 événements que nous avons faits en partenariat ces 6 derniers mois. Alors, nous avons discuté sur la place de la langue française dans l'espace numérique et ensuite la place des femmes dans la relance économique. Et ce soir, nous parlerons de créativité. Donc, le Nouveau-Brunswick est heureux de collaborer à l'événement ce soir et de démontrer encore une fois à tous et chacun dans les meilleurs onguents, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Malgré sa taille modeste, cette province canadienne de l'Atlantique est une population fort dynamique sur tous les plans, notamment économiques et culturels. Lors de votre arrivée en salle, vous avez peut-être remarqué l'artiste Sean Ferguson qui avait prévu peut-être d'être avec nous ce soir, mais malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Mais il sera ici dans une dizaine de jours pour participer au Printemps francophone, qui est un festival dans le nord de la France, où il va mettre de l'avant son projet en francophone, qui est une initiative visant à travers l'expérience musicale, à échanger pour les étudiants et les élèves français et canadiens. Le caractère de la soirée se veut festif, mais on ne pourrait passer sous silence les horreurs de la guerre qui sévit présentement en Ukraine. Alors, un petit mot pour souligner que nos pensées sont avec la population ukrainienne et tous ceux et celles qui subissent les conséquences du conflit. Sans plus tarder, je passerai la parole à notre ancienne ambassadrice du Canada en France et également toujours représentante personnelle du premier ministre du Canada pour la francophonie, Madame Isabelle Hudon. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues et distingués invités. Je suis ravie de me joindre à vous à titre de représentante personnelle du Premier ministre du Canada pour la francophonie, alors que nous nous apprêtons à célébrer le 20 mars prochain la Journée internationale de la francophonie. Le Canada voit en la francophonie internationale un forum important pour la promotion de la langue française et de nos valeurs communes. Ces valeurs que sont la démocratie, le respect des droits de la personne, l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion se trouvent au cœur de la politique étrangère canadienne. Nous les portons haut et fort au sein de la francophonie internationale et au-delà. Dans le contexte de crise mondiale que nous connaissons, permettez-moi de rappeler que la solidarité dans l'espace francophone est plus que jamais nécessaire afin d'apporter des solutions aux défis auxquels nous faisons face. L'engagement du Canada en francophonie est profond et trouve aussi ses fondements dans les communautés francophones et francophiles qui peuplent notre territoire et qui façonnent notre histoire. La francophonie canadienne est plurielle et diverse, à l'image de la francophonie internationale. Son rayonnement fait d'ailleurs partie des objectifs de longue date que le Canada poursuit au sein de la francophonie. C'est pourquoi nous sommes heureux et heureuses de collaborer avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour cet événement. Seule province canadienne officiellement bilingue, le Nouveau-Brunswick est peuplé d'une communauté acadienne et francophone très dynamique. L'événement d'aujourd'hui nous offre aussi l'opportunité de souligner le dynamisme
et la vitalité des communautés francophones à travers le monde et de marquer notre attachement à la diversité des cultures francophones. Nous avons choisi de souligner ce dynamisme sous l'angle de la créativité, parce que c'est, selon nous, une composante essentielle de la francophonie de l'avenir. Le thème choisi par l'OIF cette année. Vous pourrez ainsi découvrir artistes et entrepreneurs de l'espace francophone qui, par leur initiative, font rayonner la créativité dans une panoplie de secteurs: culture, numérique, audiovisuel, musique, mode et j'en passe. Je suis donc ravie que nous ayons aussi avec nous aujourd'hui une représentante de TV5 Monde pour nous parler de la fabuleuse plateforme numérique TV5 Monde Plus. Le Canada a consacré beaucoup d'efforts ces dernières années afin de concrétiser ce projet, cher à notre ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Nous avons aussi soutenu la création du fonds Francophonie TV5 Monde Plus afin de soutenir les productions des pays du Sud pour faire en sorte que la plateforme mette en valeur la diversité culturelle de l'espace francophone. Je remercie nos partenaires Francophonie sans frontières et, bien évidemment, le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui sont derrière l'événement d'aujourd'hui et l'ensemble des intervenants et intervenantes qui nous feront découvrir leurs initiatives prometteuses et qui contribuent, chacune et chacun à leur façon, à faire rayonner la francophonie créative. Je suis très heureux de vous accueillir en qualité de président de Francophonie sans frontières à cette magnifique soirée. En tout cas, on vous a concocté un très beau programme. Merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être là. À cette soirée, donc placée sous le signe de la francophonie créative, sous un format dynamique, multimédia, avec des intervenants sur place, mais aussi des intervenants à l'international en vidéo. Et si vous souhaitez vous associer à la communication autour de cet événement, vous pouvez utiliser le mot dièse, comme on dit en francophonie. On dit aussi le mot clic, franco-créative, comme je pense, voilà, francophonie créative, on l'a condensé en franco-créative. Et cette créativité, elle s'exprime bien sûr dans tous les domaines. Elle révèle l'extraordinaire potentiel et la diversité culturelle de cette communauté internationale de 300 millions de locuteurs du français à travers le monde. Célébrer la francophonie créative, c'est aussi revenir aux sources de l'engagement des pères fondateurs de la francophonie qui avaient créé l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970. Et avant cela, avant tout ce mouvement institutionnel, c'était les écrivains de langue française, les journalistes qui s'étaient fédérés. Et la culture a toujours été évidemment au cœur du projet francophone. Alors, nous pensons bien sûr à ces grands rendez-vous culturels qui existent dans le monde francophone, tels que le marché des arts du spectacle africain, le festival Africolor, le festival Danse l'Afrique au Burkina Faso, la biennale de Dakar au Sénégal, les Jeux de la francophonie, dont les prochains auront lieu en République démocratique du Congo en 2023. Et je pourrais en citer comme ça beaucoup d'autres, comme le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou depuis 1969, le Congrès mondial acadien, dont on dira un mot, les concours de chansons sans frontières, le Festival des cultures francophones à Marennes, les Francopholies, la Biennale des langues organisée par la Caravane des 10 mots à Lyon, et aussi le concours 10 mois 10 mots, le Festival télévision de Luchon, les rencontres Afriphoto du Mali, et bientôt l'ouverture du château de Villers-Cotterêts, la future cité internationale de la langue française, où nous aurons aussi des résidences d'artistes, des conférences. Donc ce château aura bien évidemment une place forte dans notre paysage francophone en France. Donc nous avons pensé cette soirée comme un condensé de créativité, un florilège, ce si joli mot issu du latin qui veut dire « qui choisit ses fleurs », parce qu'effectivement c'est une francophonie à l'échelle mondiale qui est florissante. La mode,
les médias, la création audiovisuelle, l'édition et l'éducation, la musique, l'entrepreneuriat, l'art urbain, les grands événements internationaux dont j'ai brossé un peu le portrait rapide. Et pour commencer, sans plus tarder, on va s'intéresser à un créateur de mode, un couturier qui nous vient du Burkina Faso et du Mali. Et on le connaît bien ici à Francophonie sans frontières, il s'appelle Ousmane Ouedraogo. Et nous nous sommes associés à lui pour célébrer et rendre hommage à Léopold Sédar Senghor à travers la création d'une tenue hommage, d'une tenue manifeste qui se décline en un vêtement masculin et en un vêtement féminin d'exception, des pièces uniques. Nous avons voulu créer cette tenue hommage qui est devenue un manifeste du métissage culturel. Alors, je vous propose, pour commencer, de découvrir ce projet étonnant qui a été présenté en avant-première au colloque Léopold Sédar Senghor de Francophonie sans frontières le 5 novembre dernier et à la Semaine africaine de l'UNESCO. Alors, Ousmane, qui malheureusement devait être là, mais qui est atteint de la Covid, parce que nous ne sommes pas sortis encore tout à fait de cette épidémie, a réalisé pour nous une courte vidéo. On l'écoute. Bonjour à toutes et tous, je suis Ousmane Ouedraogo, designer de mode d'origine burkinabé, vivant ici en France depuis 3 ans avec un passeport talent octroyé par le gouvernement français. Je travaille avec des textiles éco-sociaux responsables. Cet engagement m'amène à soutenir des coopératives de femmes vivant au Burkina et au Mali, car elles contribuent aussi à préserver un savoir-faire ancestral qui est le tissage artisanal du coton biologique. Je travaille aussi avec des textiles ici en France, le lin, le chanvre, avec la coopérative qui se situe en Occitanie, qui s'appelle Vigocop. Pour moi, la francophonie, elle est donc créative, tant sur le plan économique, social, culturel et artistique. Un projet qui illustre tout cela, le métissage culturel de la francophonie aussi. Un projet qui consistait à créer 2 vêtements manifestes, hommage au président Léopold Sédar Senghor. Ces 2 vêtements, une féminine et masculine. La tenue féminine, on voit sur la tenue féminine des tissus qui viennent de l'Afghanistan, du Bengale et aussi du Cambodge, avec aussi une ceinture à base de chutes de vitraux qui vient de l'atelier Simon Marc, dont l'artiste Sarah Valbaum a contribué à embellir la robe. Le vêtement masculin porte des motifs en forme de coquillage qui illustrent, qui montrent aussi l'origine du président Léopold Sédar Senghor, qui est l'île Fadiou. Et sur le vêtement masculin, on voit sur les 2 manches qui sont en chanvre de la broderie de fil d'or qui montre aussi son parcours académicien. On voit 2 mots forts sur les 2 manches du vêtement masculin, la francophonie et l'universel. Cela illustre aussi la francophonie qui est présente partout. Et il y a eu aussi les regards croisés des artistes talentueux. Benjamin Boutin, moi-même et Sarah Valbaum, on a croisé nos regards avec nos parcours aussi pour pouvoir créer ces 2 vêtements. Et on n'oublie pas aussi les petites mains qui ont été aussi présentes, qui nous ont aussi donné beaucoup de soutien pour pouvoir réaliser ces 2 vêtements. Et un autre projet qui illustre la francophonie créative, qui est essentiel pour moi. Il s'agit de l'Institut de formation au textile du monde que j'ai co-créé avec François de Beaulieu, accompagné par la Banque des territoires du Grand Est, car c'est un projet innovant. Ce projet de l'Institut de formation au textile du monde va consister à contribuer pour revaloriser des métiers qui sont en voie de raréfaction, comme les métiers de la couture, du tissage et de la teinture végétale. Le public ciblé dans l'Institut, c'est les personnes qui sont soit en
qui sont des migrants statutaires, qui sont des handicapés, qui sont en reconversion professionnelle ou en réinsertion professionnelle. Et pour moi et pour mes collaborateurs dans l'Institut, notre valeur forte, c'est vraiment les textiles éco-sociaux responsables qu'on va mettre en avant. Il y a aussi l'entrepreneuriat féminin. Pour nous, c'est important dans l'Institut. Et j'ai aussi un rêve, c'est de pouvoir implanter l'Institut en Afrique, dont nous travaillons déjà dessus. Et je dis merci à tous et à toutes. Et encore merci à M. Boutin d'avoir fait ce bel événement. Au revoir. Et donc ce projet qu'il porte d'Institut de formation au textile du monde ouvrira ses portes en mai à Reims. Donc je vous invite à vous y intéresser. Et souvent on associe la couture, la haute couture à la France. Là on voit que en fait cette francophonie regorge aussi de créateurs dans le domaine de la mode. Et de manière générale, la francophonie est un véritable vivier de créateurs. Et parmi ces créateurs, on a aussi des cinéastes, des personnes de télévision qui ont besoin de trouver une vitrine et un marché et des téléspectateurs. Et nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous la directrice du numérique de TV5 Monde, la chaîne de télévision de la francophonie qui a été voulue par les chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. Alors Hélène, je vous invite à me rejoindre sur scène, car nous allons présenter la plateforme TV5 Monde Plus. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme concrètement et en quoi ça constitue, je dirais, une facilitation pour découvrir ces œuvres audiovisuelles francophones? TV5 Monde Plus, c'est un catalogue gratuit, disponible partout dans le monde, de programmes francophones, belges, suisses, français, canadiens, africains. On y retrouve des programmes généralistes à l'image de la chaîne TV5 Monde, donc des films, des séries, des documentaires, des programmes jeunesse, des créations originales aussi. Donc c'est véritablement une offre très généraliste. Elle est proposée en 5 langues, en français, anglais, espagnol, arabe et allemand, de façon à maximiser la découvrabilité en fait, de ce catalogue et de faire découvrir les cultures à travers des programmes audiovisuels, ce qui est véritablement la mission de TV5 Monde sur les antennes télévision, et donc qui se poursuit là avec cette plateforme numérique disponible gratuitement. Bah écoutez, je vous propose, Hélène, qu'on montre au public une courte vidéo de présentation de la plateforme et puis après on reprend notre petit échange. Plaisir. Oui, alors déjà, le catalogue TV5 Monde Plus, il provient de la libération des droits de nos partenaires, nos chaînes francophones partenaires, parmi lesquelles Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec-Canada. Donc le travail, véritablement, consiste à libérer des droits mondiaux pour ces programmes, à partir des droits existants, mais aussi d'aller acquérir sur le marché des droits, des contenus spécifiques pour leur donner une nouvelle existence à travers TV5 Monde Plus. Donc c'est le cas évidemment des contenus canadiens, des films, des séries que vous pouvez voir sur la plateforme. On va le voir un peu plus tard. Il y a énormément de contenus canadiens de très grande qualité. Et effectivement, le Canada a aussi voulu soutenir à travers l'OIF un fonds spécifique destiné à l'acquisition et à la libération de droits pour les programmes du Sud à travers le fonds OIF TV5 Monde Plus. Donc si vous allez sur l'application ou sur le site web, vous aurez un rail spécifique programme francophone
TV5 Monde Plus. Vous pourrez y accéder à ces programmes dont on a fait l'acquisition grâce à ce fonds spécifique OIF soutenu par le Canada. Je vous propose de regarder là encore une petite présentation vidéo de ce qu'on peut trouver sur TV5 Monde Plus, et notamment qui nous vient directement d'outre-Atlantique. Le 9 septembre 2020, TV5 Monde Plus prenait son envol. Depuis, les contenus des créateurs d'ici ont voyagé sur les ailes de cette nouvelle plateforme, de l'Amérique latine à l'Asie-Pacifique. C'est trop mignon! Un an plus tard, des milliers d'heures de contenus provenant des différents pays de la francophonie sont venus enrichir l'offre de TV5 Monde Plus. Oli! Aujourd'hui, la plateforme propose près de 5400 heures de contenu, dont plus de 1600 heures de production canadienne. Hey, CSI Mascouche! D'un bout à l'autre de la planète, la diversité et la richesse de nos productions ont séduit des milliers de téléspectateurs. Wow! Mais que regardent les gens à travers le monde? Attends une minute, je vais te le texter, ça va être plus simple. Parmi les émissions les plus visionnées sur la plateforme, les productions canadiennes se taillent une place de choix. C'est incroyable. Parmi les programmes proposés sur TV5 Monde Plus, le quart des contenus visionnés sont canadiens. Moi, je trouve ça inspirant. Très beau. Ah, ça sent bon, là. Les productions d'ici ont trouvé leur public sur tous les continents. De l'Asie-Pacifique à l'Afrique, en passant par le Maghreb-Moyen-Orient, nos émissions ont intéressé, ému et diverti leur auditoire. Les histoires d'ici et d'ailleurs résonnent auprès de millions de gens. Tout est sous contrôle. TV5 Monde Plus rejoint des téléspectateurs dans les 196 pays où elle est présente. Qui sont les plus grands consommateurs de contenu de la plateforme? TV5 Monde Plus, c'est une vitrine extraordinaire pour le talent de chez nous et pour les contenus de la francophonie internationale. Ah, moi, j'ai adoré. Après un envol réussi, cette belle aventure autour du monde se poursuit. Go, 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 go! Ça fait des années, voire des décennies, que l'Organisation internationale de la francophonie soutient les pays du Sud pour la création culturelle, audiovisuelle, cinématographique. D'ailleurs, on salue les représentants de l'OIF qui sont là. Mais aujourd'hui, on a ce nouvel outil, TV5 Monde Plus, donc qui entre résolument dans la sphère du numérique, là où peut-être on accuse la langue française d'être en recul, ou en tout cas on est un peu inquiet parfois face à des géants, ces fameux GAFA comme Netflix. Donc sans avoir peut-être cette ambition énorme d'atteindre un jour un Netflix francophone, est-ce qu'on peut espérer que les contenus audiovisuels francophones, notamment des pays je dirais, un peu moins développés, qui ont moins d'infrastructures, puissent davantage être mis sur la plateforme à l'avenir? Et qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce domaine-là? Je crois qu'on peut être résolument optimiste quand on voit que la consommation de TV5 Monde Plus se fait depuis plus de 200 pays dans le monde, même parfois des pays qu'on n'imaginerait pas. On voit qu'en Irak, on consomme TV5 Monde Plus, beaucoup en Amérique latine, grâce au sous-titrage notamment. C'est très important pour la découvrabilité, de mettre à disposition ces contenus aussi dans d'autres langues. Le multilinguisme est un des leviers de l'accès à la francophonie selon nous. Et puis, vous l'avez dit, pour que l'ensemble de nos publics, et notamment les publics du Sud, puissent véritablement avoir une expérience et avoir accès à ces contenus, eh bien, il faut tenir compte des réalités du terrain. Et l'accès à la donnée n'est pas le même qu'on se situe au sud ou au nord de l'équateur. Et effectivement, il faut tenir compte de ces problématiques d'usage, problématiques d'accès à la donnée. C'est ce qu'on a souhaité faire, notamment en proposant du téléchargement gratuit des programmes via l'application. Lorsque on est ensuite sans réseau, eh bien, on peut consommer ces programmes. C'est notamment un usage très répandu dans certains pays d'Afrique. On en avait l'expertise à TV5 Monde, puisqu'on travaille avec l'Afrique depuis plus de 30 ans, et avec l'ensemble des producteurs africains. Donc non seulement on connaît bien cet écosystème, et ce qui nous a permis de lancer notamment la première comédie musicale africaine, ivoirienne, qui s'appelle Mélodie, la victoire en chanson, et qu'on a lancée en exclusivité sur TV5 Monde Plus, mais ensuite sur nos antennes.
Donc un vrai souhait d'aller à la conquête de ces publics, de tous ces publics, les plus jeunes notamment, qui disaient, on s'en souvient, lorsqu'on a fait quelques études de marché, ils disaient TV5 Monde, c'est la chaîne de nos parents. Donc pour eux, voilà, c'est la chaîne de la génération d'au-dessus. Et ils regardaient tous YouTube, évidemment, comme tous les jeunes de la planète. Et donc l'idée, c'est de proposer une offre alternative, différenciée, qui se positionne véritablement comme l'inverse des plateformes algorithmiques. On ne va pas vous proposer ce que vous avez déjà vu et ce que vous souhaitez voir et ce que vous voyez régulièrement. On va plutôt vous proposer des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Notamment, on l'a vu, 19-2 ou des séries canadiennes qui sont très connues au Canada et n'ont pas de notoriété en dehors véritablement de leur pays d'origine. Et donc, c'est ça qui rend cette plateforme différente. Et quand on pense à TV5 Monde, on pense langue française. Hein. Les deux sont associés, évidemment, à cette magnifique émission Destination Francophonie, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous aimeriez partager avec nous un coup de cœur ou une émission sur ce thème de la langue française qu'on pourrait recommander à voir sur TV5 Monde Plus ? Alors, il y a beaucoup de formats autour de la langue française qu'on essaye de développer de façon un peu ludique, accessible au plus jeune public aussi, pour les intéresser. Non, le français n'est pas ringard, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, on développe des web-séries, des formats assez ludiques, vraiment qui se consomment facilement sur les réseaux sociaux, que vous trouverez sur TV5 Monde Plus, bien sûr. Alors, je pense à Quiproquo, je pense à Kezako. Il y a eu Damoiselle aussi récemment, en janvier, qui a très bien fonctionné. Et puis, il y a la web-série Parlons peu, parlons bien, avec tout un tas de trouvailles et d'explications autour de l'origine de la langue française. C'est déjà la saison 4 et on la lance spécifiquement pour la semaine de la langue française qui arrive. Donc, je vous propose de... En avant-première, un petit aperçu, une capsule vidéo de cette émission Parlons peu, parlons bien. Beurré épais. Nous sommes au Québec, où on peut constater que comme dans toutes les régions de la francophonie où on produit du beurre, la langue a tissé des liens étroits avec cette denrée. On va donc beurrer épais et ne pas hésiter à en rajouter. Au Québec, on peut prendre le beurre à poignée, c'est-à-dire se précipiter avec avidité. On peut virer dans le beurre, soit tourner à vide ou pour les amateurs, pédaler dans la choucroute. On peut aussi passer dans le beurre, donc rater sa cible, ou encore beurrer et se beurrer pour se salir, enduire d'une substance quelconque, tromper et obtenir un gain frauduleusement. Bref, il faut croire qu'on aime en faire des tartines, ou comme on dit par là, des beurrés. Enjaillé. Nous sommes en Côte d'Ivoire, au cœur de la jeunesse urbanisée d'Abidjan. Ce verbe est né dans une langue hybride, construite sur le modèle grammatical du français, avec un heureux mélange de langues africaines comme le baoulé et le dioula, ainsi que de l'anglais. Cette langue, on l'appelle le nouchi. Elle s'est diffusée bien au-delà des frontières du pays, avec des mots qui ont gagné un rayonnement particulier, comme ambiancé ou enjaillé, qui, il faut le dire, ont tous les deux le sens de la fête. Voilà, de quoi nous enjailler grâce à vous, Hélène. Merci beaucoup de nous avoir présenté TV5 Monde Plus. Comment on peut accéder simplement à cette plateforme, à la fois, j'imagine, sur mobile, sur ordinateur ? Un petit peu partout, effectivement, d'abord sur le web. TV5 Monde Plus, plus.com, depuis partout dans le monde, sauf en Chine et aux Pays-Bas, mais vous le trouverez. Alors au Canada, le catalogue est distribué partiellement sur tv5uni.ca et tout.tv. C'est un territoire un peu spécifique au niveau de la distribution. Aux États-Unis, ce sont nos abonnés payants qui peuvent y accéder à travers leurs accès opérateurs, mais partout ailleurs, tv5mondplus.com. Vous pouvez aussi télécharger, je vous y invite, l'application mobile pour iOS ou Android. Elle est gratuite. Ça vous permettra d'être informé de tout ce qui se passe sur la plateforme. Il y a Camille Bresse qui est ici, qui s'occupe notamment de l'éditorialisation au quotidien avec nos équipes de cette plateforme. Et puis, sur vos téléconnectés, sur certaines box opérateurs, on lancera bientôt sur les box César en Afrique, là aussi pour coller au mieux aux usages. Et puis, vous pouvez aussi caster, comme on dit, projeter la vidéo depuis votre application mobile
à travers Chromecast ou AirPlay sur un écran pour plus de confort de visionnage. Eh bien, écoutez, je crois qu'en tout cas, TV5 Monde Plus est en de très bonnes mains. Je crois qu'on peut aussi applaudir Hélène et toute l'équipe de TV5 Monde pour cette très belle réalisation. Merci à tous. Merci beaucoup, Hélène. À présent, on va faire un petit détour du côté du Québec, chère Claire de Ronzier, où nous allons écouter une jeune éditrice qui est passionnée par l'éducation. Elle s'appelle Mélanie Risque. Et pour découvrir son projet qui renouvelle le monde de l'édition et qui est aussi soutenu par Exportation Créative Canada. Alors, Mélanie ne peut pas être parmi nous ce soir, mais notre réalisatrice au Québec, Sophie Hamel Dufour, de Francophonie sans frontières, a mené pour vous cette entrevue dynamique et fort sympathique que je vous invite à visionner à présent. Alors, Mélanie, on a hâte de vous entendre nous parler puisque vous avez décidé en 2010 de fonder La Boîte à livres. Ça peut paraître étonnant puisqu'en 2010, déjà, le livre numérique prenait de l'expansion. Donc, comment on en arrive à décider en 2010 de plonger dans le monde de l'édition? Bien, écoutez, ce qui est assez curieux, c'est que dès l'âge de 4 ou 5 ans, déjà, je fabriquais mes propres livres. Déjà, j'avais un amour infini pour l'univers de l'édition, de la lecture. Et évidemment, avant de fonder La Boîte à livres édition, j'avais également travaillé pour 2 très grandes sociétés aussi en édition, toujours par contre de l'édition dans le secteur de l'éducation. Donc, c'est vraiment votre créneau. D'ailleurs, vous avez une collection à La Boîte à livres qui est « On sème la lecture ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait. On sème la lecture, c'est un projet aussi qui a été développé en partenariat avec le ministère de la Famille pour appuyer le milieu des 3-5 ans, donc les gens qui travaillent, les tout petits. Donc, c'est vraiment un outil qui est en format imprimé et également numérique, aussi accessible gratuitement en ligne. C'est une splendide ressource. Merci. Mais vous ne vous êtes pas arrêté, en fait, avec La Boîte à livres. Vous aviez plus d'ambition encore que ça pour les livres et pour le monde de l'éducation et vous avez fondé l'AREN. L'AREN, c'est l'Agence de ressources éducatives numériques pour laquelle, d'ailleurs, vous avez reçu un appui au démarrage d'Exportation Créative Canada. Parlez-nous un peu de l'AREN. Bien, je suis premièrement très reconnaissante de la part d'Exportation Créative Canada d'avoir contribué, d'avoir pu bénéficier d'un appui du programme. Donc, l'AREN, en fin de compte, c'est que ça permet à d'autres éditeurs, incluant des EdTech et des startups aussi, donc de rejoindre l'AREN, qui permet donc d'avoir un catalogue complet qui permet aux enseignants de faire un choix éclairé dans les ressources éducatives numériques. Très souvent, le EdTech ou le start-up, celui ou celle qui développe pour l'éducation des ressources numériques, très souvent sont monoproduits. Donc, qui dit monoproduit, c'est très difficile au niveau de la commercialisation, de la mise en marché, d'être représenté aussi à l'extérieur. Donc, je suis très fière à ce jour de dire que je détiens le plus gros catalogue, le plus grand catalogue de ressources éducatives numériques et évidemment des ressources aussi de qualité conformes aux protections de la donnée. Les contenus, évidemment, sont tous les contenus sont évalués, analysés et donc on est très fiers. Et c'est un catalogue aussi qui à tous les mois grandit. Donc on a de nouveaux éditeurs, EdTech et startups qui rejoignent l'AREN. On en est très fiers. Et vous êtes combien dans le fond d'entrepreneurs comme ça vous accompagnez dans le domaine de l'éducation? Vous m'aviez souligné, je crois que c'est plus d'une 60aine déjà. Oui, à ce jour, on a plus d'une 60aine de sociétés qui sont représentées dans l'AREN. Et l'AREN, contrairement à La Boîte à livres, l'AREN est située du côté de la France. C'est bien ça?
Tout à fait. Le siège social de la Reine est à Paris, mais on comprend, donc dans la Reine, il y a également majoritairement des EdTech de la France, également donc des EdTech canadiennes, suisses, Belgique, très bientôt Danemark. On a aussi de l'Estonie et de l'Amérique latine aussi. Donc, il y a un gros bassin de francophones, mais la francophonie attire les producteurs de contenu dans d'autres langues. Tout à fait, tout à fait. C'est un privilège vraiment de non seulement faire rayonner la francophonie, mais avant tout d'être un entrepreneur francophone qui permet l'inclusion aussi de d'autres sociétés qui transigent dans leur langue à eux, mais qui rejoignent la Reine. Et là, dans le fond, on est un peu dans qui compose la Reine, mais concrètement, puisqu'on parle d'éducation, c'est beaucoup plus que des livres, en fait. On est vraiment dans des produits beaucoup plus éclatés. Donc, qu'est-ce que vous proposez dans votre catalogue de la Reine, Mélanie Riss? Bon, on a des ressources. En fin de compte, il y a 3 catégories. Donc, on a les catégories STEAM, donc qui est les sciences, technologies, arts, mathématiques. Et il y a les produits, les catégories lecture, écriture. Et on a aussi une catégorie de formation aux enseignants. Donc, évidemment, les ressources qui sont dédiées formation aux enseignants, formation professionnelle. Donc, ce n'est pas des éditeurs, mais c'est bien des enseignants ou des professeurs issus du milieu de la formation aux enseignants. Et sinon, dans les 2 autres catégories, c'est lecture, écriture. Donc, on retrouve beaucoup des EdTech issus soit de recherche universitaire, sciences cognitives, des éditeurs traditionnels aussi. Mais avec le numérique, ça permet une créativité très, très intéressante. Puis évidemment, le numérique ne vient pas contre le livre, tout comme le livre ne vient pas contre le numérique. Je pense que les 2 médiums sont tout aussi importants parce que si on revient même à la boîte à livres, on continue à publier des ouvrages imprimés. Je pense que les 2 demeurent très, très, très importants. Ils ne s'opposent pas, ils sont complémentaires, en fait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si je suis enseignante ou enseignant, est-ce que j'ai accès, moi, à ce que vous proposez dans votre catalogue ou je dois passer par mon institution scolaire pour pouvoir bénéficier de tout ce que vous publiez? Bien, les deux façons sont possibles. Donc, on a des enseignants, justement, comme vous dites, Sophie, qui commandent directement en ligne. Et où il y a les collectivités, les mairies ou les bibliothécaires, les librairies aussi des fois. Donc, il y a vraiment toutes les entrées sont possibles. Donc, on peut Parfait. Donc, on peut bénéficier de toute la créativité qu'il y a derrière votre catalogue, qu'on soit une personne individuelle ou encore dans une institution. Ce qui d'ailleurs nous tout à fait merveilleux. Donc, ce qui nous ramène à notre thème, donc cette francophonie créative-là, vous l'avez esquissé, c'est d'abord des livres, donc on parle assurément de créer du contenu. Il y a le côté aussi d'avoir créé cette entreprise-là qui réussit à fédérer énormément de connaissances dans le domaine de l'éducation. Mais pour vous, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la francophonie créative? Bien, je pense a priori, ce que je souhaiterais de la francophonie créative, c'est avant tout l'inclusion, qu'elle soit inclusive. Inclusive des couleurs, des accents, de la variété, de la découverte et inclusive des autres langues aussi. Alors, sur cette belle finale
concernant l'inclusion et le partage. Mélanie Risque, fondatrice et présidente de la Boîte à livres, également fondatrice et présidente de la REN. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette francophonie créative. Merci, Sophie. Voilà, merci beaucoup à Mélanie Risque et Sophie Hamel Dufour. Vous pouvez en savoir plus sur laboîtealivres.com. Place maintenant à la musique avec une jeune pianiste fort talentueuse qui a accepté de jouer pour nous ce soir. Un petit florilège, là encore, je la remercie beaucoup. Donc Mélanie Risque vient de nous parler de l'édition. Maintenant, on se tourne vers Axia Marinescu, qui nous vient de Roumanie, mais qui est aussi française, francophone, francophile. Alors, Axia, je vous invite à me rejoindre aussi sur scène. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de me retrouver ce soir parmi vous. Alors, mon parcours, ça a commencé assez tôt, je dirais. J'avais à peu près 3 ans et donc j'étais en vacances à la mer avec mes parents. Et à cette époque-là, une chanson d'Elton John était très à la mode, Sacrifice, peut-être que vous connaissez. Et donc moi, à chaque fois que j'entendais cette chanson, je pleurais. Donc du coup, mes parents ils se sont dit, à la rentrée, on va lui faire essayer des cours de piano. Donc c'est comme ça que mon aventure musicale a commencé. Et ensuite, j'ai suivi un parcours assez classique pour les enfants qui font de la musique. J'ai commencé les concours de piano très tôt. Et quand j'avais 16 ans, j'ai gagné un prix, un concours et une bourse pour étudier au Conservatoire de Lausanne. Donc, je suis partie de ma Roumanie natale. Et après des études au Conservatoire de Lausanne, je suis arrivée au Conservatoire de Paris et j'ai fait des études de master au Conservatoire de Bruxelles. Donc, j'ai eu un parcours très francophone. Mais à la base, j'ai reçu une éducation allemande. Donc, c'était un choix de cœur, finalement, que la vie a mis devant moi, la francophonie. Voilà. Justement, je crois que vous allez nous interpréter tout à l'heure un petit morceau franco-allemand également. Vous avez choisi de nous interpréter des morceaux composés par des femmes. Alors, est-ce que vous pourriez les présenter ? Justement, donc il s'agit des morceaux qui sont présents sur mon album le plus récent, qui s'appelle Les Femmes dansent et qui a été lancé il y a quelques mois. On a fait le concert de sortie à la salle Gaveau à Paris. Et donc, il s'agit d'un album qui a comme désir artistique de faire connaître les femmes compositrices. On part de l'époque baroque et on arrive jusqu'à nos jours. Ce sont des morceaux qui n'ont jamais été enregistrés, la plupart d'entre eux, ni joués. Donc j'ai mené un travail de recherche qui a été très passionnant, donc recherche de manuscrits, de partitions. Et j'ai découvert des femmes compositrices, des artistes magnifiques, qui malheureusement ont été, l'une d'entre elles, oubliées par l'histoire, par le contexte de la société. Mais leurs œuvres sont fort valeureuses. Enfin, ce sont des morceaux d'une sensibilité et d'une création absolument magnifique, extraordinaire. Alors, je vais commencer par quelques valses écrite par Marie Jaël, qui est une compositrice franco-allemande. Ensuite, je vais vous jouer une Viardot, une mazurka, une compositrice franco-espagnole, et on va terminer par Mel Bonis, compositrice française du 19e siècle. Est-ce que vous avez envie de l'écouter ? Alors, allons-y.
Je vous recommande ce CD, Les femmes dansent, Axia Marinescu piano. Donc, nous en avons quelques exemplaires ici que Axia pourra vous dédicacer. Oui, ce sera un grand plaisir et j'espère que vous pourrez ainsi découvrir ces magnifiques femmes compositrices françaises et francophones. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la culture et le monde de l'entreprise peuvent se marier. Et nous avons un excellent exemple à vous présenter. Il s'appelle Sébastien Roy. Il est entrepreneur du Nouveau-Brunswick, notre partenaire ce soir, et cofondateur de la distillerie Les Fils du Roi. Il est très attaché à ses racines, à sa culture acadienne. Et on va en voir une première démonstration tout de suite. La distillerie Fils du Roi, c'est une petite entreprise familiale qui est composée de gens qui n'ont pas peur de travailler fort pour atteindre des objectifs très exigeants qui nous permettent la croissance. Pour l'équipe Fils du Roi, la recherche puis le développement par l'innovation, ça fait partie de notre culture organisationnelle puis de notre quotidien. Notre mission est de faire des produits de haute qualité puis stratégiquement accroître notre présence sur des marchés clés. Puis à nos yeux, la culture puis le patrimoine local, ça a une valeur inestimable. Nous avons aussi un engagement de travailler avec nos partenaires communautaires pour développer puis exploiter de façon responsable puis durable notre terroir local. Puis pour nous, le local, c'est notre province. Puis sans les gens qui la composent, qui nous ont supportés, on n'existerait pas. Au nom de la distillerie Fils du Roi, nous aimerions vous dire merci pour toutes les fois que vous nous avez supportés. Vous êtes grandement appréciés. En contexte de francophonie minoritaire comme au Nouveau-Brunswick, pour redoubler de créativité, si on a envie de se distinguer dans un monde majoritairement anglophone, anglo-saxon. Et donc, nous avons entendu un petit peu sa philosophie créative et engagée, Sébastien Roy. Nous avons voulu l'intégrer dans ce thème en lui posant 3 questions précises sur la francophonie créative. Et on le remercie vraiment d'être intervenu comme ça à distance, de façon là aussi très réactive. Donc, je vous invite à écouter ces réponses aux 3 questions, Sébastien Roy. Dans le cadre du mois de la francophonie, le Centre culturel canadien à Paris, en collaboration avec Francophonie sans frontières et le gouvernement du Nouveau-Brunswick, m'ont demandé de répondre à 3 questions sur la francophonie créative. Mon nom est Sébastien Roy, je vis à Grand-Anse, dans la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick. Je suis descendant acadien des 2 côtés de ma famille depuis aussi loin que Port-Royal. J'opère une petite entreprise familiale appelée Distillerie Fils du Roi. Nous produisons des spiritueux comme du gin, whisky, vodka, rhum, absinthe et anisette. Nous produisons aussi de la bière, du malt, du miel et nous faisons la torréfaction du café. Les 3 questions qui m'ont été posées. Notre parcours et comment nous voyons la créativité dans notre secteur d'activité. La deuxième, en quoi la culture acadienne et francophone vous inspire pour aller plus loin et concevoir vos produits. Et la troisième, l'importance de la créativité pour les Acadiens qui s'expriment notamment lors du Congrès mondial des Acadiens. On m'a aussi demandé de vous parler du whisky de la francophonie. Pour la première question, notre parcours et comment nous voyons la créativité dans notre secteur d'activité. Je pense que c'est essentiel d'avoir la capacité de créer, de développer et de mettre en œuvre des concepts nouveaux. Opérationnellement, ça veut dire de concevoir, implémenter des solutions nouvelles puis à des problèmes, puis des fois aussi des opportunités qui s'offrent ou qui se présentent à nous. La créativité dans notre organisation, c'est aussi sa capacité à imaginer, à produire sur commande, puis souvent sur des très courts laps de temps. Ça veut aussi dire plein de solutions, d'idées, de concepts qui permettent des fois
de façon qu'on s'attendait, mais des fois, des façons qu'on s'attendait moins comme résultat, mais qui sont tous des actions qui doivent s'aligner avec les nombreux objectifs de notre plan stratégique. La créativité, ça fait partie intégrante de la culture organisationnelle de notre petite entreprise familiale. Nous sommes un peu comme un laboratoire vivant qui crée et développe continuellement. Créer, c'est possiblement l'un des sentiments dans les plus grands que je peux ressentir en dedans. En tout cas, moi, j'aime la sensation qu'une création nouvelle me procure. En quoi la culture acadienne et la francophonie vous inspirent pour aller plus loin et concevoir vos produits, mes produits? Les Acadiens et les Acadiennes de notre coin de pays, à plusieurs reprises, se sont battus pour continuer d'exister dans leur langue. C'est très inspirant pour moi, les nombreuses personnes qui nous rappellent l'importance de notre langue et de notre patrimoine. Lorsque nous sommes dans un contexte minoritaire, la créativité, c'est essentiel pour notre continuité. Concernant la conception de nos produits, dans ma contribution, j'essaie de laisser une trace bien après mon passage. J'use plutôt les œuvres que j'utilise pour concevoir les étiquettes de mes produits, pour représenter des gens, des moments ou des sites même qui ont marqué l'Acadie. Puis souvent, ceux-ci n'avaient pas d'image pour les représenter avant. Donc, on crée des images qui représentent ces moments-là. J'espère que ces traces vont nous permettre de se souvenir de notre patrimoine et de notre culture dans le futur. Par exemple, Nicolas Denis, né à Tours, en France, en 1598, puis il est décédé dans la région de la Nipisiguit en 1688. Il avait 90 ans. Ce monsieur-là était un entrepreneur bien avant son temps. Il avait des idées comme il a amené le blé, il avait débuté la construction de moulins pour faire de la farine et même d'une microbrasserie pour substituer le vin à la bière qui était très dispendieux, le vin importé de la France. Par exemple, Pierre Dugas-Demant, né vers 1558 à Royan, en France. Ce monsieur-là était un entrepreneur qui a investi beaucoup d'argent pour une expédition, pour une mission. Puis c'est l'un de ses employés, son cartographe, navigateur, qui a eu pas mal tous les crédits. Mais son cartographe navigateur n'avait pas les moyens, n'avait pas la vision que M. Pierre Dugas-Demant avait. Son navigateur cartographe, Samuel de Champlain, a eu beaucoup de crédits pour plusieurs choses qui n'auraient pas pu être faites sans M. Pierre Dugas-Demant. Il a fondé l'Acadie en 1604, Port-Royal en 1605 et la ville de Québec en 1608. J'ai aussi, par exemple, le capitaine Saint-Simon, né à Québec le 3 novembre 1734. Monsieur Saint-Simon faisait partie de la bataille de la Restigouche. On lui a donné la mission de courir de la Restigouche jusqu'à Montréal pour donner le sceau royal à Monsieur Vaudreuil. Et aussi, il a avisé que les munitions pour défendre le Canada étaient à risque. Il a marqué vraiment notre région. Il y a une baie qui porte son nom, la baie de Saint-Simon, dans la péninsule acadienne. C'est une belle histoire. On a aussi un site comme le Fort Beau-Séjour, qui était en construction de 1751 à 1755 lorsqu'il a été pris par les Britanniques. On a voulu faire ou concevoir la première image de qu'est-ce que les portes du Fort Beau-Séjour devaient ressembler en 1755. Pour ma troisième question, l'importance de la créativité pour les Acadiens qui s'exprime notamment lors du Congrès mondial des Acadiens. Selon moi, la créativité pour les Acadiens et les Acadiennes, ça fait un lien ou même fait partie intégrante de la culture acadienne. Puis la culture, c'est gros ça là. Ça inclut plusieurs segments d'activité. C'est même le mode de vie de certaines personnes ici en Acadie. C'est comme la fondation de tout ce qui distingue une société bien définie au fur et à mesure qu'elle progresse. Puis
Puis notre culture, ça inclut notre identité, mais aussi notre vision de notre entourage, du monde, en fait. Moi, je le fais à ma façon, encore une fois, avec des produits et les images qui les composent. Par exemple, au dernier Congrès mondial des Acadiens, en 2019, dans la région de Moncton et Dieppe, nous avons fait 415 bouteilles de whisky pour les 415 années d'existence de l'Acadie. Chaque bouteille était numérotée d'une date en débutant par 1604 jusqu'en 2019. L'image sur la bouteille représente la définition du drapeau acadien d'un concours littéraire de 1926 au Collège Saint-Louis d'Edmundston. Le rouge représente ainsi les souffrances du peuple martyr, le blanc, l'innocence des mœurs que le peuple acadien doit s'efforcer de conserver, et le bleu, sa foi dans l'avenir, dans la survivance, et l'étoile dorée témoigne à tous les peuples la dévotion des Acadiens. Brièvement, concernant le whisky de la francophonie, j'avais préparé pour les Jeux de la francophonie qui devaient avoir lieu au Nouveau-Brunswick en 2021 un whisky. Mais le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé le retrait de l'organisation des Jeux de la francophonie de 2021 qui devaient avoir lieu à Moncton-Dieppe en raison des coûts jugés trop élevés. J'ai tout de même conçu le whisky avec de l'eau de différents pays qui composent la francophonie. J'avais eu beaucoup d'aide pour amalgamer plusieurs bouteilles d'eau de plusieurs pays dans les 4 coins de notre planète. Un whisky peut être âgé très longtemps. Donc, ce whisky de la francophonie est en attente dans son baril de chêne pour une opportunité future d'ici les 12 à 15 prochaines années. Merci. Merci à Sébastien Roy pour ce très très beau témoignage. Je crois qu'on a tous envie de goûter le whisky, hein, donc il va falloir trouver une occasion, cher Simon Larouche. Merci d'avoir facilité ce très très beau témoignage acadien. Alors, on reste dans l'univers de la jonction entre le monde de l'entreprise et la culture avec Michael Jouillot, consultant en développement des activités en France d'un studio canadien qui s'appelle Landmark. Donc, Michael, simplement, est-ce que vous pourriez nous présenter ce studio? Comment il a émergé, le fruit d'une démarche citoyenne, m'expliquez-vous? Alors moi, je commence depuis quelques jours ou quelques semaines seulement à travailler pour ce studio créatif qui s'appelle Landmark et qui est né à Montréal, mais à travers une initiative plutôt qui relève de l'événementiel, puisque les personnes qui sont à l'origine de ce studio créatif ont d'abord été à l'initiative d'un festival qui s'appelle le Festival Mural, qui a lieu sur le boulevard Saint-Laurent chaque année au mois de juin, et depuis maintenant presque 10 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très central à Montréal, hein, c'est l'un des axes qui relie le centre-ville. Je pense que vous visualisez, en tout cas, c'est nord-sud. Ça a permis de dynamiser ce quartier aussi. Absolument. Donc, à l'origine de l'aventure qui porte le nom de Landmark aujourd'hui, eh bien, il y a cette initiative qui provient en fait, hein, qui a été rendue possible par un financement de la part des commerçants du boulevard Saint-Laurent de Montréal, qui ont donc financé cette très jeune équipe qui porte depuis donc le festival. Et voilà, cela a donné une initiative aujourd'hui qui est peut-être plus commerciale, mais bon, qui nous permet aujourd'hui de nous installer, je dirais, en France, par mon intermédiaire, en tout cas de tenter cette aventure de l'autre côté de l'Atlantique. Alors parlons un peu de ce festival qui illustre la dimension francophonie créative. En quoi consiste-t-il? On est là dans l'univers de l'art urbain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? C'est exactement ça. L'idée, c'était d'ouvrir la culture, de rendre disponible cette manifestation culturelle au plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle donc, le boulevard Saint-Laurent est jalonné chaque année au mois de juin de nombreuses murales qui sont l'œuvre de nombreux artistes internationaux, des artistes canadiens, mais aussi des artistes d'ailleurs, d'Europe et d'ailleurs. Donc les murales sont évidemment
totalement accessible et comment dire, le public peut s'y arrêter. Et ce, encore une fois, tout du long de ce boulevard. Donc c'est de la peinture, c'est du graffiti. Voilà, c'est ça. Ce sont des pans de murs entiers qui sont. Alors, on ne parle pas de graphes nécessairement, on parle de murales. Donc, ce sont des peintures murales. Qui sont vraiment très sophistiquées. Hein. Il y a des peintures extraordinaires à Montréal dans les rues et qui sont l'œuvre d'artistes de rue ou qui sont des artistes parfois très expérimentés. Et ça s'accompagne un peu de musique parfois. Voilà, c'est ça. Donc le festival chaque année se conclut sur une note de musique avec parfois des stars du monde du hip-hop ou autre. Bon, le public est très varié. On a une base de jeunes publics, on va dire, entre 20 et 40 ans peut-être, mais on a aussi toute la population, des plus jeunes aux moins jeunes, qui a plaisir à venir se promener. Bon, il fait beau au mois de juin à Montréal, et donc c'est une belle occasion pour le faire. Je ne sais pas, Michael, si on serait capable de donner un petit aperçu à nos amis ici dans la salle pour qu'ils ressentent l'énergie extraordinaire de ce festival. Je vais demander à la régie peut-être de nous mettre cette vidéo sur le festival mural à Montréal. Accrochez vos ceintures, hein, parce que ça balance pas mal à Montréal. Hein. Le festival mural, c'est l'initiative à l'époque il n'y a pas si longtemps que ça, de jeunes francophones installés à Montréal, mais ouverts sur le monde, très, très ouverts sur le monde. Et je pense que c'est la générosité qui a été un moteur pour eux. Donc
les personnes qui ont lancé l'initiative avaient une vingtaine d'années au départ. Ils ont été rejoints par deux autres personnes qui étaient issues du siècle du Soleil. Et ces personnes-là ont fait grandir une équipe qui compte aujourd'hui une petite trentaine de personnes. Alors on travaille, et je suis bien placé pour le savoir, parce que bien qu'étant basé à Paris, j'ai des contacts permanents avec l'équipe, et c'est vrai que le travail est en français, même si encore une fois on est très ancré dans le monde d'aujourd'hui et dans toutes ces dimensions linguistiques notamment, bien évidemment. Et vous, à titre personnel, la créativité, ça vous habite aussi? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette créativité-là, dans votre vie? Et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous dans la francophonie? Alors, je crois qu'on a besoin de respiration. Alors, la période qu'on a traversée dernièrement, qui se poursuit, aujourd'hui, malgré tout, est assez compliqué à gérer. Le fait de mettre de l'art dans le quotidien, des gens, eh bien c'est un souffle, c'est une respiration qui, je pense, nous fait tous du bien. Et puis, là, il y a cette dimension, extérieure. Hein, quand on parle de mural, on est en extérieur, donc c'est aussi une façon de se nourrir, je dirais, intellectuellement à travers la culture, que de profiter de ce genre d'initiative. Voilà, ça réenchante la vie, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est un rayon de soleil un peu dans la grisaille du monde actuel. Merci beaucoup, Michael. Qu'on peut applaudir d'ailleurs. Merci, hein. Merci beaucoup. Attention à la marche. Alors, c'est vrai que pour cette soirée, on a un florilège, donc on n'a pas pu aller dans toutes les aires géographiques. Je pense que ça se prêterait bien à une prochaine édition avec le Maghreb, avec l'Asie. Mais on a voulu, pour terminer, élargir sur une dimension mondiale, parce qu'actuellement a lieu l'exposition universelle à Dubaï, et le pavillon canadien à Dubaï est un condensé de créativité. Alors, pour en parler, nous avons demandé à la commissaire générale du pavillon canadien à l'Expo universelle, Madame Marie-Geneviève Mounier, de nous en dire plus sur sa vision du pavillon, de la diversité culturelle et de l'interactivité qu'on va pouvoir y retrouver. Alors, écoutons ensemble Marie-Geneviève Mounier. Bonjour, chers amis francophones et francophiles. Je me présente, Marie-Geneviève Mounier, commissaire générale du Pavillon du Canada à Expo 2020 Dubaï. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de cet événement qui célèbre la francophonie créative. Je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour saluer les créateurs de toute la francophonie. Ils sont l'âme de cette langue et de cette culture que nous avons en partage. Félicitations au Centre culturel canadien, au gouvernement du Nouveau-Brunswick et nos alliés de Francophonie sans frontières pour cette initiative qui mettra en valeur différents secteurs de la créativité francophone. Le français a toujours été une partie importante de notre identité culturelle canadienne. Au Pavillon du Canada à l'Expo 2020 Dubaï, nous sommes très fiers de notre participation culturelle et de nos partenaires qui ont rendu notre présence si robuste. Je pense à l'exposition Traces, qui est l'œuvre de l'Office national du film, dont la réputation mondiale n'est plus à faire. Cette exposition se veut une réflexion sur notre impact sur l'environnement, le passé et le présent. Qu'est-ce qui a changé? Le présent et l'avenir, qu'est-ce qui doit changer? C'est une exposition qui est très, très robuste et qui est certainement appréciée par l'ensemble de nos visiteurs. On a également une exposition à l'intérieur du pavillon qui a été le fruit du travail de notre conservateur au ministère des Affaires mondiales, qui nous permet de visiter le Canada d'un océan à l'autre et de voir la diversité des formes d'expression culturelle. On a également une exposition interactive qui est le fruit du travail d'une compagnie de Montréal, Irregular. Ça s'appelle Présent dans le futur et c'est très interactif et très apprécié par
tous les participants, tous nos visiteurs. Également, je mentionnerai l'exposition extérieure que nous avons où nous collaborons notamment avec Parc Canada qui nous fournit des images absolument époustouflantes de nos paysages canadiens. Et je remarquerai en dernier lieu, mais non le moindre, le Centre national des arts qui a collaboré avec nous depuis le début de l'exposition et qui nous a permis de rencontrer des artistes de la scène de partout à travers le Canada qui reflètent encore une fois la qualité de notre diversité culturelle. Le 20 mars prochain, de nombreuses activités seront organisées pour souligner la Journée internationale de la francophonie à Expo 2020 Dubaï. Le Pavillon du Canada sera un participant enthousiaste à cette célébration qui va être unique à Expo 2020 Dubaï parce que tous les pays de la francophonie sont présents sur le site. Je vais vous laisser avec une courte vidéo de notre site web L'Avenir en tête qui permet aux visiteurs virtuels du monde entier de profiter de notre pavillon comme s'ils étaient à Dubaï. Je vous souhaite beaucoup de succès avec l'événement Francophonie créative. Et au nom de toute l'équipe du Pavillon du Canada à Dubaï, excellente Journée internationale de la francophonie. Merci. Voilà, c'est sur ces belles images et sur ces propos enthousiasmants que nous allons bientôt clore cette soirée. Alors, simplement 3 rendez-vous justement pour ceux qui auront l'opportunité d'être à Dubaï le 20 mars prochain. La francophonie y sera bien représentée avec une table ronde sur le pavillon français de 11h30 à 13h, la francophonie dans tous ses états, et sur les pavillons suisses et canadiens pour la Journée internationale de la francophonie à 18h45, et enfin un grand concert d'artistes francophones à 20h dans cette capitale évidemment bouillonnante. Et c'est effectivement une joie pour nous, Francophonie sans frontières, de pouvoir nous y associer. Nous serons présents à ces 3 événements même. Donc ça a été évidemment un condensé, hein, on n'a pas pu être exhaustif, la francophonie créative est foisonnante, mais nous avons essayé avec cette soirée de vous donner un bouquet de projets créatifs et affaires à suivre donc, pour une prochaine édition. Il me reste à vous remercier, bien évidemment, d'être venus, d'avoir assisté, remercier nos intervenantes, nos intervenants dans différents domaines, à la fois sur place et en ligne, et également l'ambassade du Canada en France, Stéphanie Bachand et toute l'équipe, la délégation du gouvernement du Nouveau-Brunswick en France et auprès de la francophonie, menée par Simon Larouche, Francophonie sans frontières avec Ronan Dumalabé, notre directeur des partenariats, Anne Karen qui nous aide sur la communication et toute l'équipe de Francophonie sans frontières qui est bénévole et qui a la francophonie à cœur comme vous le savez. Alors pour terminer, un dernier mot, l'avenir de la francophonie sera conditionné à sa créativité. On l'a vu avec l'exemple acadien, mais je crois que on peut dire ça pour le monde entier. Face aux défis qui sont devant nous, il va falloir faire preuve aussi d'inventivité. Et en un mot, chers amis, la francophonie sera créative ou ne sera pas. Alors, nous comptons sur vous pour y contribuer, sans inhibition, sans crainte et sans frontières. Merci.